Hop, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce huitième TD, donc d'éléments de programmation, donc dans lequel on va voir des exercices sur les compréhensions de listes. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Aussi, puis faites-moi un petit message, Supramax a déjà fait, pour me pour faire une salutation, quelque chose, juste pour me dire que vous m'entendez bien, que, techniquement tout est OK et a priori, on va pouvoir commencer. Alors, bon, vous êtes, bonjour Eva. Donc vous n'êtes pas sans savoir, que vous avez effectivement un contrôle très important la semaine prochaine, samedi prochain, le 12 et que, OK, merci Aymen. Et que, bah, voilà, donc il va falloir bien réviser et a priori dans les 2 prochains TD, celui-là et le prochain, bah, on va essayer de remettre tout au carré pour que, tout se passe le mieux possible, pendant ces séances-là, pour que vous soyez bien préparés aussi aux interros. Évidemment, de votre côté, il faut bien travailler, salut Rebecca. Faut bien travailler, chez vous, faire les annales surtout quoi, aller regarder un petit peu ce qui s'est déjà fait. Alors au programme, je répète, hein, c'est tout ce qu'il y a, sur les listes, donc en fait ça va jusqu'au, TD7, hein. TD7, il y avait encore des exercices sur les listes. Là, c'est le TD8, c'est les compréhensions de listes, donc ça, c'est pas au programme, mais ça ne vous empêche pas, si vous avez bien compris la compréhension, vous avez le droit de les utiliser pour un contrôle, hein. Mais on vous l'exigera pas, d'accord? Donc ce que je vais faire dans cette séance, c'est que on va corriger l'exercice dans lequel on doit faire des compréhensions de liste, mais je vais aussi les corriger comme si on les faisait sans compréhension, hein, d'accord? En sachant qu'évidemment, au contrôle, vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez, mais que si c'est trop dur pour vous, les compréhensions, a priori, ne n'insistez pas dessus et focalisez-vous pour travailler sur les exercices précédents, quoi, donc des semaines précédentes. Donc, comme d'habitude, sur toutes les interros, si vous regardez un petit peu les annales, c'est toujours un petit peu le même format. Vous avez des exercices, vous aurez sans doute un exercice sur des fonctions avec des nombres, avec des boucles et des nombres, hein. Donc c'est pas parce qu'on voit les listes là maintenant que tout ce qu'on avait fait comme petites fonctions qui faisaient par exemple des sommes d'entiers, des sommes de carrés d'entiers ou qui trouvaient des nombres premiers, des choses comme ça c'est toujours d'actualité, évidemment. Donc il y aura sans doute un exercice avec des, où c'est de la manipulation de nombres, hein, il y en a toujours dans toutes les interros. Il y a aussi dans toutes les interros à chaque fois une question au moins sur analyse de code. Donc vous avez plein d'exercices qu'on a déjà fait lors des TD sur l'analyse de code. Donc ça consiste, on vous donne une fonction mystère et puis il faut essayer de la faire tourner sur des valeurs données en remplissant un tableau. Donc ça, il faut bien le revoir aussi. Et vous aurez évidemment aussi des exercices sur liste parce que c'est au programme, hein, et puis c'est en général les exercices qui fournissent le plus de possibilités. Alors, il y avait les listes et l'exercice avancé sur les listes, ça veut dire des tuples. Et a priori, les tuples, eux, je ne pense pas qu'ils soient, je pense pas qu'ils soient au programme. J'ai juste revérifié rapidement, quoi. Si les tuples, mais a priori, je pense que ça aurait été, ça s'arrête. Bah, peut-être que ça a été un petit peu étendu depuis, parce que, je regardais vite fait. Ouais, je pense que, ah ouais, les tuples, a priori, c'est au programme aussi, quoi. Donc, ce qu'on a fait la semaine dernière, donc ce que j'ai, voilà, donc je me contredis pas. Tout ce qu'on a dit la semaine dernière sur les, je ne sais plus, faudrait que je regarde, quoi. Je suis en train de relire le mail, mais vous avez dû le recevoir aussi, vous, avec le programme, mais je pense que, voilà, indiquez-le moi dans le chat si vous avez un ordre contraire. Ouais, les tuples, c'est au programme aussi, quoi. D'accord? Donc, ce qu'on avait la semaine dernière sur les tuples, hein, ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est quand même au programme. Ok, donc on va essayer de revoir tout ça là pendant cette séance, hein. Et donc on va commencer directement avec l'exercice. Premier exo, hop. Donc sur la variance, hein. Alors vous avez jusqu'au TD7, ouais c'est ça. Donc le TD8 c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc celui-là n'est pas au programme, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, vous avez le droit de l'utiliser quand même. Mais c'est pas obligatoire.
OK, donc merci Eva, donc c'est effectivement jusqu'au TD7, donc il y aura forcément des tuples. Donc cet exercice permet de manipuler des compréhensions ah oui, alors peut-être, puisque j'en suis aux petites consignes et tout ça quoi, vous devez absolument, voilà. Le but c'est pas d'écrire, de répondre à toutes les questions forcément en écrivant n'importe quoi, ça va rien vous rapporter quoi, d'accord? Je sais pas si cette technique du remplissage a déjà marché pour vous au lycée ou je ne sais pas où quoi. En tout cas là, je vous préviens, ça ne marchera pas quoi. Donc la consigne elle est très simple, hein. Il faut que, si vous avez un peu du mal quoi, les questions les plus simples du contrôle, il faut les faire juste, hein, pour avoir des points, hein. Ça sert à rien de remplir des tonnes et des tonnes de enfin, essayer de remplir à toutes les questions en écrivant n'importe quoi. On va pas vous donner on va pas vous noter à la quantité d'encre que vous avez déposée sur la copie, hein, d'accord? Donc il faut absolument écrire des trucs justes et a priori, normalement, même si vous avez des difficultés, normalement sur les exercices simples, vous devez être sûr de vous, hein, sur le fait que ce que vous écrivez, c'est correct, hein, d'accord? Donc bon, je reviendrai régulièrement sur ce genre de conseils, mais j'en ai déjà fait régulièrement, notamment en vous incitant beaucoup à programmer avec Mister Python parce que lui vous corrige, a priori, vous dit quand il y a des erreurs. Alors, cet exercice permet de manipuler des compréhensions simples sur la thématique statistique. Bon, donc ça demande de faire des compréhensions, mais comme je dis, je vais faire 2 réponses à chaque fois, une avec compréhension, une sans compréhension. Donc la notion de moyenne est pratique pour, synthétiser une série de nombres. Bon, bref. Donc là, une liste avec 10, 10, 10, une liste avec 0, 10, 20, hein, et les 2 ont une moyenne de 10, hein. Bon, ça tout le monde sait calculer sa moyenne, a priori, c'est une activité normalement que vous avez déjà pratiquée. Hem Mais là, si c'est 2 machins, une moyenne de 10, hein, on voit que, ça correspond pas tout à fait à la même situation, hein. Donc si on a un groupe de 3 étudiants qui ont 10 chacun et un groupe de 3 étudiants qui ont, 0, 10 et 20, bah, la moyenne, elle veut pas dire grand-chose, quoi. Enfin, elle donne pas toute l'information, hein. Donc il y a une deuxième notion qui est la variance, hein, qui est, en fait le carré de l'écart type, qui est, ici, ça se calcule comme étant la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Bon, alors déjà la moyenne, on sait déjà comment la calculer. L'écart à la moyenne, bah, en gros, on regarde, c'est quoi l'écart à la moyenne? C'est écrit là, hein. Donc la moyenne ici, c'est 10, hein, c'est ce que je retire à chaque fois. Donc là, les écarts à la moyenne et ça ils valent 0 dans chaque cas et quand j'en fais la moyenne au carré, bon, l'exercice le plus intéressant, c'est celui-là qui est le plus parlant parce que celui-là, on n'apprend pas grand-chose. Donc si je prends les nombres, si c'est des notes 0, 10 et 20, qu'à chaque fois je retire la moyenne 0, moins 10, 10 moins 10, 20 moins 10, hein, on retrouve les notes 0, 10 et 20, on a retiré 10 à chaque fois. Donc tout ce qu'on obtient ici, c'est les écarts à la moyenne. Il y a un écart de 10 à la moyenne ici, un écart de 0 à la moyenne ici, un écart de 10 à la moyenne. Si on met tout ça au carré et qu'on en fait la moyenne, hein, divisé par 3 parce qu'il y a 3 éléments, bah, on obtient l'écart type, hein, voilà, qui est ici de 66, hein. Donc là 0 parce que en fait, c'est très homogène, tout le monde a 10, écart type de 0, enfin variance de 0. Et ici une variance de 66 parce qu'effectivement là, il y a beaucoup de disparités parmi les notes. Bon, donc le but de l'exercice, c'est de vous faire calculer ça. On a fait ce petit rappel de quelles sont les définitions de ces notions. Donc, cet exercice consiste à écrire une fonction qui permet de calculer la variance d'une série de nombres, hein. Et c'est le but, c'est d'utiliser le plus possible des compréhensions. Donc je vais le faire, mais je vais aussi, a priori, donner les solutions sans compréhension aussi. Donc le calcul de la variance a déjà été fait dans le thème 6. Alors je sais plus, nous on l'a pas fait, mais ça devait être dans sans doute un exercice corrigé. Donc je vous invite aussi à re-regarder tous les exercices corrigés aussi. Alors, donner la définition, spécification de la fonction moyenne qui calcule la moyenne d'une liste de non vide de nombres, par exemple, moyenne de 10, 10 là, moyenne 0, 10, 20 et puis moyenne de, 1, 2. Alors ici, là, dès que vous avez ça, il faut bien analyser donner la définition et la spécification, ça on vous le dit, tout le temps. Éventuellement avec les hypothèses éventuelles, mais ça on verra. Calcule la moyenne d'une liste non vide de nombres. Donc là, il faut bien analyser le texte, hein. Une liste non vide. Donc, si on vous dit ça calcule la moyenne d'une liste non vide, on a plusieurs informations. On sait que la fonction elle prend qu'un seul argument, c'est une liste, et qu'elle est non vide. Et donc ça va être une précondition. Et de nombres, ça nous informe aussi sur le type de liste que c'est une liste de nombres. Bon, alors là, c'est que des nombres entiers.
Et a priori, si c'est précise juste des nombres, hein, c'est pas forcément des entiers, hein. Donc là, on va prendre des flottants. D'accord? Donc en analysant le texte ici, on sait que déjà que la fonction, on va l'appeler moyenne, hein. Donc la fonction, je vais l'appeler moyenne. Ça, c'est précondition. Voilà. Et une liste, ici, une liste de nombres, ça veut dire liste de float. Alors, Supermaxi, on l'a fait dans un thème. Ouais, ok, alors, ok. Bah, du coup, bon, c'est là, on va faire une autre manière, hein. C'est pas tout à fait la même manière que ce qu'on a fait, ce qu'on avait fait en thème. Donc là, c'est liste de float, hein. Très important. Alors ça, n'oubliez pas d'amener votre carte de référence au contrôle, hein, parce que vous pouvez regarder ce qu'il y a dessus, quoi. Regardez bien que vous écrivez correctement avec un L majuscule, que ici c'est bien décroché, hein. Faites pas des erreurs là-dessus. Si vous faites une erreur là-dessus, quoi, enfin, le correcteur va dire que vous êtes des rigolos, quoi. D'accord? Il va pas prendre enfin, si vous faites encore des erreurs comme ça, il va pas prendre votre copie au sérieux, quoi, hein. Enfin, je dis ça, il va vous noter normalement, hein, mais ça vraiment, ça révèle quelque chose que c'est un truc aussi basique, s'il y a encore des erreurs là-dessus, c'est juste pas possible, quoi. Donc, vous faites un petit effort, quoi, vous essayez de vous concentrer là et puis pas faire des erreurs pareilles, quoi. Et comme je vous le dis, liste, c'est écrit dans votre carte de référence comme ça avec un L majuscule, quoi. Donc, vérifiez que, à chaque fois, il y ait toujours un œil sur la carte de référence pour vérifier que vous n'écrivez pas des bêtises, quoi. Voilà. Dans le livre, ils disent que pour les listes et tout ça, il faut faire un import, from type, machin. Vous avez aucun import à faire, hein. Même les imports maths, vous écrivez pas import, je sais pas quoi. C'est inutile, c'est une perte de temps, quoi, hein. D'accord? Donc ça sera dit normalement, dans les contrôles, on vous le dit, de pas utiliser ces imports, c'est une perte de temps, quoi. Par contre, vous avez le droit d'utiliser les fonctions de maths qui sont sur la carte de référence. Voilà, donc je fais beaucoup de digressions, mais on va pouvoir s'attaquer maintenant à la fonction. Donc on sait qu'elle s'appelle moyenne, qu'elle prend une liste de float et ça nous donne, hein, et ça donne une moyenne. Donc ici, on a des exemples. Le résultat ici, il suffit de regarder, c'est quoi le résultat? Bah, son type, c'est float. On le voit bien, hein, ça renvoie des floats. Donc, comme ça renvoie des floats, on sait le type de résultat. D'accord? Là, j'indique float. Donc là, dans l'énoncé, j'ai tous les ingrédients. Maintenant, j'ai plus qu'à écrire, pardon, hop, float. Donc maintenant, j'ai plus qu'à écrire def, moyenne, entre parenthèses, liste de float, enfin, un nom de variable, liste de points, liste de float, et petite flèche pour que ça retourne un float. Hop, c'est parti. Donc là, je vais faire la version, a priori, on va voir qu'on ne pourra pas faire une version avec des compréhensions, c'est pas possible. Donc c'est question 1, l'exercice 8.4. Alors, question 1. Alors, def. Donc là, on a dit que la fonction s'appelait moyenne. En argument, on a dit que ça prenait une liste, donc je vais l'appeler liste. Deux points. J'écris bien liste avec son L majuscule. Alors, c'est pas des int, j'ai failli écrire int. Vous voyez, par réflexe, peut-être que vous aussi, par réflexe, vous auriez peut-être écrit int, mais il faut absolument se corriger, quoi. Une liste de float, hop, petite flèche float, deux points. Après, on décale. On écrit les préconditions. Préconditions. Écrivez précondition en entier, deux points. Écrivez pas pré ou je sais pas quoi. N'écrivez pas d'abréviation pour ça. Faites comme je fais moi. Essayez pas d'inventer autre chose. Donc, il faut que la liste soit non vide. Donc, pour préciser qu'une liste soit non vide, on écrit len de la liste, donc elle s'appelle liste, hein, supérieure à 0, ou différent de 0 aussi. D'accord? Donc voilà la précondition. Et après, je m'arrête là. J'écris pas plus qu'une précondition en contrôle. C'est pas la peine. On n'écrit pas retourne, je sais pas quoi. C'est une perte de temps. On vous demande pas de le faire. D'accord? Donc on s'arrête là. Et on est parti. Donc comment je calcule la moyenne? Il va falloir que je parcours la liste. Comment vous faites-vous? Vous calculez une moyenne. La première chose, c'est faire la somme de tous les éléments de la liste. Et une fois qu'on a fait la somme de tous les éléments de la liste, après, on divise par le nombre d'éléments. On n'essaye pas de tout faire en même temps. D'accord? Vous, quand vous calculez votre moyenne, vous commencez pas à diviser avant d'avoir fait la somme de tout. Donc, première étape, on fait la somme de tous les nombres. Deuxième étape, on divise.
Parce qu'il y a un truc classique des étudiants, c'est que, ils s'amusent à essayer de diviser pendant qu'ils sont en train d'additionner, quoi. Je sais pas comment une idée comme ça peut leur sortir, peut leur venir en tête alors que eux mêmes c'est même pas comme ça qu'ils font, quoi. D'accord? Donc comme je vous dis à chaque fois, quand vous écrivez une fonction, il faut savoir la faire vous-même. D'accord? Le problème quoi que vous essayez de résoudre, vous êtes capable aussi de le résoudre avec un papier, un crayon. Une fois que vous avez fait ça, vous devez analyser comment vous l'avez fait, en termes d'instructions très simples qui sont, ce qu'on peut faire en Python et ensuite vous l'écrivez. Donc là, je viens de faire cette analyse-là. Moi, comment je me demande comment moi je fais la moyenne et ben, je sais très bien que je fais la somme de toutes mes notes et une fois que j'ai fait la somme de toutes mes notes, je divise par le nombre de notes que j'ai, quoi. Donc il y a 2 étapes, faire la somme et ensuite faire la division. Alors pour faire la somme, comment on fait? Bah, il faut partir de 0 et ajouter à chaque fois, accumuler à chaque fois en additionnant les différentes notes que je vois et qui sont présentes dans la liste, hein. Et donc on va devoir parcourir la liste pour ça. Alors, première chose à faire du coup, c'est prendre un nombre que je vais appeler somme par exemple. Donc somme, c'est un entier et je l'initialise à 0. Maintenant, je parcours la liste pour faire la somme de tous les noms. Alors, je vais le faire de deux manières, avec un for, enfin 2 fois avec un for, mais le premier alors, for x in list, donc ça c'est une première possibilité, 2 points, donc x c'est chaque élément de la liste, je vais écrire somme égale l'ancien somme plus le x que je suis en train de récupérer dans la liste. Ok. Donc ça, à chaque fois, pour chaque élément de la liste, bah, ça va prendre la somme, ça va le mettre dedans et ça va mettre à jour la somme. Donc, une fois que je suis arrivé à cet endroit-là, là, ici, hein, une fois que là, ce qui est répété, c'est cette somme-là, maintenant je reviens ici, et je reviens ici, et maintenant que je sais que dans somme, il y a la somme de toutes les valeurs, à ce moment-là, je peux faire la division. Et je vais faire la division en même temps que je vais la retourner. Return, somme, divisé par combien il y avait d'éléments? Bah, longueur de liste. Et là, j'utilise une barre simple, hein, parce que je suis dans les flottants. La double barre, c'est seulement quand on veut rester dans les entiers. Enfin, on ne déclare pas. Oui, on peut déclarer, oui, il faut déclarer X. Donc là, je ne suis pas encore relu, mais merci d'avoir fait la remarque. Donc on va réduire un petit peu le du for, là. Et donc avant, on écrit X, 2 points. Alors là, c'est des floats. Alors donc, ok, j'ai fait encore, là, je viens de me rendre compte qu'il y avait une autre erreur, c'est le fait que j'ai déclaré un int. Parce qu'on a tellement fait d'exercices sur les int dernièrement que là, c'est presque un réflexe, j'écris tout le temps int. Mais ici, il y a une erreur. Hop, c'était un float. Parce que comme je fais la somme de float, vaut mieux prendre un float, hein, parce que les int, c'est moins. Et x, c'est un float aussi. Voilà. Donc merci Eva pour le truc. Donc voilà, donc maintenant j'ai déclaré le x là. Alors deuxième manière de faire, ici, donc dans laquelle, donc là je vais le mettre en violet. Donc je vais remplacer toutes ces lignes là. Donc le x de float, là je vais mettre un i qui est un int. Et je vais dire for i in range de 0 longueur de liste, 2 points. Et là, je vais écrire somme reçoit somme plus liste de i. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième manière de faire si on veut parcourir par indice. Donc je prends un entier i et je fais i qui va varier des indices 0 à l'indice longueur de la liste non compris. D'accord? Donc si j'ai une liste à 4 éléments, évidemment, la dernière case, c'est 3. Donc, mais le range, il va bien parce qu'il prend jamais le dernier élément en compte. Hein. Par contre, si j'utilise ça, comme i c'est des indices, si je veux avoir l'élément de la liste, il faut que je demande le ième élément de la liste avec la syntaxe liste crochet i. Hein. C'est comme ça qu'on demande le ième élément de la liste. Hein. Alors que là, comme je parcourais directement par élément, là j'avais directement le x. Hein. Si entre les deux, votre cœur balance là, si vous savez pas trop laquelle, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise entre de jongler entre les deux,
utilisez celle-là, c'est la plus générale, hein. D'accord? N'oubliez pas que vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez toujours faire comme ça, parcourir les listes, vous avez toujours une solution comme ça en parcourant par indice. Alors que ça, là, vous n'avez pas l'indice, si vous faites ça. Et des fois, on peut avoir besoin de l'indice, hein. D'accord? Donc, pensez à cette solution-là aussi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire ça avec une compréhension? Non, hein, parce que, pour les compréhensions, la compréhension, ça permet de construire des listes. Mais là, on construit pas une liste, on prend une liste et on la réduit, hein, on la réduit, à un float, hein. Donc là, il y a pas d'histoire de compréhension pour cet exercice-là. Voilà, donc en me relisant donc là, après, il y a le return, hein, comme l'autre là, donc la partie violette, c'est juste le remplacement des 3 lignes, seulement des 3 lignes qui sont là. Voilà, une autre possibilité. Très bien, donc on va pouvoir continuer. Toujours n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin. Hop, donc j'avance. Hop, question suivante. Alors, en utilisant une compréhension, alors là, on vous impose une compréhension, je vais quand même faire une solution sans compréhension. Donnez la définition et la spécification de la fonction écart nombre, qui étant donné une liste de nombres L et un nombre X, renvoie la liste de la valeur absolue de la différence des nombres L avec X. Donc voilà, là vous avez aussi un indice qu'il faut utiliser des floats, hein. Donc écart nombre de 10, 10, 10, hein, donc ça fait les écarts, hein. Donc quels sont les écarts de ces trois nombres à 10? Bah, c'est 0, 0, 0. 0, 10, 20, ça fait 10, 0, 10, d'accord? Et là, les écarts de 1, 2, 1,5, c'est 0,5, 0,5. Alors donc première étape, bien comprendre l'énoncé, hein, bien comprendre comment ça marche et savoir vous-même le faire, hein. C'est-à-dire que si vous vous inventez un écart nombre à faire, quoi, avec une liste que vous vous inventez aussi, avec par exemple 1, 2, 3, avec un écart avec 6 par exemple, et ben vous savez que si vous exécutiez ça, bah, ça donnerait, alors écart de 1 à 6, bah, c'est 5, écart de 2 à 6, bah, c'est 4, écart de 3 à 6, c'est 3. Donc ça devrait donner ça. D'accord? Et donc si vous regardez, essayez d'analyser un petit peu ce qui s'est passé dans votre tête, bah, vous allez traiter les éléments un par un, hein, donc ça signifie un petit parcours de liste ça, un simple parcours de liste avec une boucle for et à chaque fois, je construis une nouvelle liste où je lui rajoute à chaque fois l'écart en valeur absolue entre le nombre que je viens de récupérer de la liste et le 2e paramètre de la fonction. Donc là, vous avez bien vu qu'il y a 2 paramètres dans la fonction, hein. Il suffit de compter le nombre de virgules et rajouter 1 pour savoir, combien de paramètres ça prend. Un nombre de virgules, comme ça, hein, pas des virgules à l'intérieur de liste, hein. N'oubliez pas qu'une liste en paramètres, c'est une seule chose, hein. Voilà, donc a priori, on a tout ici. On a le nom de la fonction qu'on a besoin. Étant donné donc les arguments, une liste de nombres, on vous dit même qu'elle s'appelle L, premier argument, un nombre X, deuxième argument, une liste de nombres type liste de float, deuxième argument, un nombre X, bah, float, et renvoie la liste de la valeur absolue des différences. Donc c'est aussi une liste de nombres. Donc le résultat sera aussi liste de float. Voilà, donc avec ça, vous avez tout. Bon, alors quelle est la question de la valeur absolue? Bah, on va regarder, alors je l'ai pas sous les yeux, mais je peux la retrouver. Si je prends la carte de référence, j'imagine que vous l'avez aussi, hop, je l'ai sous les yeux là. Je vais aller regarder, est-ce qu'il y a valeur absolue? Oui, dans fonction arithmétique, il y a une valeur absolue de x qui prend un float et qui renvoie la valeur absolue. Donc je vais prendre ça. D'accord? C'est dans la carte de référence, je vais pouvoir l'utiliser. Sinon, j'aurais dû réécrire moi-même une fonction valeur absolue pour pouvoir m'en servir, hein. Mais comme elle est dans la carte de référence, on va pouvoir l'utiliser. OK, donc première solution sans compréhension. Donc liste, donc la fonction s'appelle écart underscore nombre. Donc question 2, alors def écart underscore nombre, ouvrez une parenthèse, donc ça on me disait que ça prenait une liste de nombres, donc liste 2 points, liste avec son L majuscule de float. Voilà pour le premier argument. Deuxième argument, on nous disait que ça s'appelait x et que ça c'était de type float. Hop, et ça renvoie un float. Et
les 2 points. Alors, réflexe, hein, j'écris toujours les 3 petits guillemets et là je demande est-ce qu'il y a une précondition. Alors ils n'ont pas fait le test avec la liste vide, hein, mais a priori là, s'il prend une liste de noms, il n'y a rien qui est précisé de plus, hein. Il n'y a pas écrit non vide ni rien du tout et d'ailleurs, on peut se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe si je demande un écart de nombre avec une liste vide?» Bah, ça va redonner une liste vide, hein, donc c'est tout à fait possible ça. C'était pas possible pour la moyenne parce que ça aurait fait une division par 0 quoi. Enfin la moyenne de rien du tout, c'est un peu compliqué à définir, quoi. Alors que les écarts de tous les éléments d'une liste vide à un certain nombre, bah, ça reste, une liste vide. Donc là, donc il y a rien, donc là, je vais mettre 3 petits points et puis je vais fermer. D'accord? N'écrivez pas retourne tout ça en contrôle, ça ne sert à rien, ça ne rapporte aucun point. Par contre, ça, faut absolument l'écrire correctement, hein. S'il y a des préconditions, faut absolument les écrire et ça, faut que ça soit correct, hein. Ça vous rapporterait pas de oui, c'est une liste de float, merci Lisa. La fonction envoie une liste de float, voilà, c'est bien. Vous suivez, ça fait plaisir. Hop, on efface et on corrige. D'accord? Donc ça, en fait, ça vous rapportera pas de points si c'est juste. Par contre, si c'est faux, ça vous en retirera, hein. Donc je corrige liste de float. Voilà, j'espère que ça soit lisible. Donc on est parti. Donc c'est pas grave de faire des erreurs en cours de route, hein. L'important c'est de se relire à la fin et de relire et de se corriger, quoi. Alors écart des nombres, donc j'ai dit il va falloir parcourir la liste et à chaque fois, donc on va obtenir une liste de même truc. Donc là c'est quand on est dans le problème alors je sais plus comment ils appelaient ça, mais d'un map en fait. Donc toujours le même principe, on prend une liste résultat. Donc c'est ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc j'ai déclaré une liste, bon à chaque fois on l'appelait LR comme ça. Donc de type liste de float, ça c'est ma liste résultat. Voilà, que j'initialise à la liste vide. Je vais prendre un float x pour parcourir ma liste, donc x de point float, et je vais parcourir ma liste. For x in list. Donc pour chaque élément de la liste, alors non, je ne peux pas l'appeler x parce que c'est déjà pris. Donc on va le changer, je vais l'appeler y. Hop, donc pas de x là, un petit peu de blanco. Voilà, je vais l'appeler y. Alors pour chaque y dans liste, eh ben, on va remplir la liste résultat avec lr.append de, et donc on a demandé la valeur absolue des écarts à x, donc apps de, bah, l'écart c'est y moins x, ou x moins y, ça revient même, de toute façon on fait la valeur absolue. Donc dans LR, je mets cette quantité-là, et à la fin, voilà, je return, attention, le return bien en dessous du for, hein, parce qu'il n'est pas répété à l'intérieur du for, return LR. Voilà, maintenant on va se relire. Donc LR, c'est bien liste de float, c'est bien ce que je renvoie ici, on est bon. Là, c'est un L majuscule, hein, même si c'est un petit peu écrit petit. J'oublie pas d'initialiser ma liste à vide. Déclarer mon Y pour le parcours dans la liste ici. Et là, calcul des valeurs absolues, hein, et bien le append, vous le faites toujours comme ça et pas autrement, quoi, hein. D'accord? N'écrivez pas un égal devant un truc qui contient un append, là. Ça n'existe pas. Donc voilà pour écart nombre. Donc là, on peut se demander effectivement, est-ce qu'on avait une autre solution? Oui, parce que c'est ce qu'on vous demande. Def écart, la même chose ici, là. Hein, c'est exactement identique. Hein, la même docstring ensuite, là. Donc je réécris pas tout, hein. Mais là, on aurait pu faire ça avec une compréhension. Return. Alors la compréhension, c'est bon, c'était ce qui est au programme d'aujourd'hui, donc c'était return. J'essaie de le créer correctement. Ça me saoule là. Ok. Return. Alors pour la compréhension,
Comme ça veut retourner une liste, bah, on utilise la syntaxe des listes, qui sont les crochets, hein, pour définir des listes. Et a priori, on va regarder différents éléments. Donc, on va regarder ça. Et on va regarder ça. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Apps de y.x for y in list. Voilà. Donc la compréhension, c'est seulement ça, quoi. D'accord? Donc si vous savez le faire comme ça, donc un exercice typique où on a une liste et où on transforme chaque élément de la liste pour obtenir une nouvelle liste qui est exactement la même taille, bah, on fait comme ça, on prend une liste vide, on parcourt la première liste et à chaque fois on append avec une petite formule qui dépend du Y là qui parcourt la liste. Et bah, pour transformer ça en compréhension, on repère ce qui a le contenu dans le append, la boucle qu'on fait ici, et on la crée juste dans l'autre sens, quoi. Donc c'est l'ensemble des valeurs absolues de y-x pour y dans list. Voilà. Et le x qui est ici, hein, c'est bien le même x qui serait écrit là, quoi. Voilà, donc j'espère que vous trouvez ça très simple, parce que a priori ça l'est. Donc comme je dis au contrôle, ça, vous n'allez pas à le connaître, hein. Mais si vous le connaissez déjà et que vous le maîtrisez, vous pouvez l'utiliser. Faites attention, ça marche pas forcément à tous les coups de pouvoir écrire une expression comme ça. Par exemple, dans la question précédente, là, on ne pouvait pas le faire, parce que de toute façon, c'était pas une liste qu'on demandait en résultat. Donc voilà pour écart nombre. Hop, on enchaîne. Question suivante. En utilisant une compréhension, donnez la définition et la spécification de la fonction liste carré, qui étant donné une liste de nombres, envoie la liste des carrés des éléments de L. Ok, donc analyse. On sait que notre fonction, elle doit s'appeler liste carré, qu'elle prend en argument, étant donné une liste de nombres L, donc on veut qu'elle s'appelle L, hein, c'est pas un 1, c'est un L, hein. D'accord, vous ne vous trompez pas. Renvoie la liste des carrés. Donc ça renvoie une liste, hein. Donc ici c'est le nom de la fonction, elle prend l'argument une liste de nombres, donc liste de float, voilà, et ça renvoie une liste de carrés, bah, des carrés de float, c'est des floats, hein. Donc liste de float en type de retour. Les carrés des éléments de L, voilà, il n'y a pas de précondition après, on nous a pas dit que les listes étaient vides, non vides ou des trucs comme ça. Alors il y a les exemples, hein. Donc liste carré de 0, 0, 0, ça donne 0, 0, 0. Liste de carré 10, 0, 10, ça fait 100, 0, 100, hein. On a bien mis au carré chacun des éléments. Et 0,5, 0,5, c'est 0,25, 0,25, c'est bien, 0,25, c'est bien le carré de 0,5, hein. Donc on a bien ce qu'il nous faut. Donc évidemment, vous demandez comment vous feriez-vous. Bah, si vous aviez un exemple comme ça, on vous donnait une liste, bah, vous regardez, vous prenez les éléments de la liste un par un dans l'ordre, et vous construisez une nouvelle liste à chaque fois, non pas en recopiant chaque élément, mais en le mettant au carré, hein. Vous prenez chaque élément, vous le mettez au carré, et vous le rajoutez dans une nouvelle liste. Donc c'est exactement le même problème qu'on avait juste avant. Donc on va faire ça rapidement. Alors question 3, def. Alors elle s'appelle liste carré. Liste car. Attention, il n'y a pas d'accent, hein, dans les noms de fonctions. Alors, on nous a dit que ça prenait une liste de float et on nous suggérait de l'appeler L aussi. Donc, comme ils veulent, on n'oublie pas le L majuscule à liste. Voilà, L, liste de float. Alors, il n'y avait qu'un seul argument, pas plus. Petite flèche, et on sait que ça renvoie une liste de float, hein, donc pareil, liste de float avec son L majuscule. Hop, 2 points. Donc, je vais faire la manière classique, hein. Donc, je vais déclarer. Donc, alors, attention, précondition, il n'y en a pas, donc j'écris juste ça. Ou rien du tout, hein, mais bon, j'écris ça pour bien montrer que en fait, je sais qu'il n'y a pas de précondition. N'écrivez pas précondition avec rien derrière, hein. Écrivez plutôt rien, 3 petits points, quoi. Voilà, donc comme d'habitude, le résultat, ça doit être une liste de float, hein. Le résultat, c'est une liste de float, donc je vais déclarer directement la variable correspondante. On va appeler LR, parce qu'on a l'habitude de l'appeler comme ça. LR que je vais appeler liste de float, pas de type liste de float. Voilà, et que j'initialise à liste vide, surtout. Ensuite, je vais parcourir ma liste, donc je vais me prendre un X.
de type float, hein, et je vais dire for x in L. Alors, avec quoi je veux remplir ma liste résultat? Bah, avec les carrés de x. Donc, lr.append de x au carré, donc x fois x. Hein. Bon, vous pourriez écrire x et x étoile étoile 2 aussi si vous voulez, mais c'est pas plus lent d'écrire x fois x. Alors, lr.append x fois x, hein, voilà, et ensuite return ici. Bien en redécalant évidemment, parce que c'est pas dans le for. Hein, si je le mets pas au même niveau que le LR là, sinon ça veut dire que le return serait dans le for. Mais un return dans un for, s'il n'est pas conditionné par un if, ça veut dire que votre boucle ne sert à rien, elle ne répète rien, puisque au premier tour vous sortez. Hein. Donc le return il est bien à l'extérieur de la boucle, c'est une fois que j'ai fait toute la boucle que je return LR, la liste résultat. Alors je me relis un petit peu là pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Alors, LR c'est ce qu'on renvoie, il est bien déclaré liste de float qui est bien le type du résultat, il est bien initialisé à vide. Mon parcours de liste ici avec L, c'est bien L ici. Voilà, X, et puis je fais mon append de carré, donc ça va bien la liste des carrés. Pas de problème. Alors, deuxième manière de faire, en violet. Donc, je regarde, qu'est-ce que j'append? C'est ça. Alors, dans la compréhension, la machine saura que X est un float, même si on n'a pas initialisé. Ouais, et après, je suis pan, la compréhension, c'est return X fois X for Y. Bah, le problème, c'est X fois X for Y, c'est un peu bizarre, ça. Tu vois. Alors, ça, la compréhension sera que X... Voilà, Lisa, c'est mieux. Exactement. Alors, ça, est-ce que tu dirais que c'est un float? Alors, c'est pas une initialisation, ça. Je sais pas, c'est pas la première fois que j'entends ce vocabulaire-là. C'est une déclaration, ça. L'initialisation, c'est égal et lui mettre une valeur. C'est ça, une initialisation. Mais ça, c'est une déclaration. Et en fait, en réalité, en Python, on a besoin de déclarer les types des variables. Quoi. Ça, c'est un truc qu'on vous impose, nous, en Mister Python. D'accord? Pour que, voilà, je suis pan, c'est bien X. Ouais. Donc c'est un truc qu'on nous impose à vous dans ce cours-là, juste pour que vous soyez bien conscient à chaque fois des types que vous utilisez, quoi. Mais évidemment que Python, il sait très bien que c'est un float quand il le récupère, parce que L, c'est une liste de float. Et donc, si je prends les éléments X dans L, bah, si elle est une liste de float, les X sont forcément des floats. Hein. Il n'y a pas de difficulté. D'accord? C'est déterminé par le type des éléments qui sont dans L. Donc, je vais l'écrire rapidement, mais même si vous l'aviez déjà trouvé. Hein. Donc, faudrait écrire, là, je vais le faire tout très rapidement, j'ai essayé de l'écrire. Donc, il faut écrire toute la ligne ici, L, list de float. Voilà, tac, pouf, plap, liste de float. Hein. D'ailleurs, quand vous avez trouvé votre solution au brouillon, même si elle n'est pas totalement finalisée, hein, passez au propre directement et écrivez rapidement hein, pour ne pas perdre du temps. Ça va passer, l'intervalle dure 1 heure, ça va passer super vite. Hein. Ok. Donc, vous aurez révisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas la peine au bout d'1 heure de tout gâcher en sortant en vous disant que vous n'avez pas fait assez. Donc return, j'ouvre un crochet parce que c'est une liste, et les éléments effectivement que j'entoure en violet ici, il y avait le x fois x qui est là, et le for x in L ici, qui correspond à ça. Donc return les carrés de x pour x in L. Et voilà. On est bien. Hop, voilà, donc voilà la solution avec la compréhension. Donc je le répète, la compréhension n'est pas au programme, mais si vous répondez ça, on vous comptera juste. Si vous avez du mal avec ça, faites comme ça. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus long d'écrire tout ça que d'écrire juste ça. D'accord? Donc vous avez la possibilité de gagner un peu du temps. Mais attention, hein, toutes les fonctions ne se prêtent pas forcément à écrire une compréhension. Donc vous lancez pas dans des tentatives d'écriture de compréhension si a priori vous le mettrez pas. Enfin, c'est pas adapté. Évidemment, tous les trucs comme ça, vous avez une liste et vous obtenez une liste exactement identique avec juste la même opération qui est appliquée sur chaque élément de la liste. Évidemment, la compréhension, hein, c'est les 2 exemples précédents, enfin, ça marche très bien. Alors, question suivante. Donner la définition et la spécification de la fonction variance qui, étant donné une liste de nombres L, renvoie à la variance associée à L. Okay, donc bon, là, pour relire l'énoncé au début, pour savoir ce que c'est que la variance,
La variance, bon, je le répète ici, hein, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. D'accord? Donc comment on fait ça? On a une liste L. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on calcule sa moyenne, donc il me faudrait moyenne de L et qu'on va appeler M par exemple, M égale moyenne de L. Donc si j'ai cette moyenne de L, j'ai l'autre fonction qui s'appelle écart, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Attends, je vais peut-être regarder l'énoncé directement là. Écart, liste carré, écart nombre. Donc si j'ai M, je vais obtenir écart nombre de L avec ma moyenne M que je viens de calculer. Donc là, j'aurai les écarts à la moyenne. Ensuite, j'ai la fonction que je viens de faire qui s'appelle liste carrée. Si je fais liste carrée, je passe celle-là, donc elle s'appelle L2 par exemple. Si maintenant je fais liste carrée de L2, j'aurai la liste des carrés des écarts des nombres à la moyenne M. Voilà, donc là j'ai tout, quoi. D'accord? Donc toutes les questions présentes nous ont permis d'avoir tous les éléments pour faire ça, quoi. Donc, hop, j'analyse le texte, donc ça s'appelle variance, la fonction. Étant donné une liste de nombres, hop, excusez-moi, ouf, allez, remet les trucs. Une liste de nombres L, et il y a marqué que ça s'appelle. Alors, hop, du coup, le truc s'est mis à déconner. Ça va pas. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique que je vais résoudre immédiatement. Ouf. Hop, tac, tac. Ok. Et là, je suis bien embêté. J'avais pas envie de couper le stream. Ok. Ok, on est bon. Donc je répète, donc la fonction s'appelle variance. Hop. Elle prend une liste de nombres L et renvoie la variance associée à elle. Ok. Alors là, bon, il y a un truc dans l'énoncé qui est peut-être une maladresse, hein. Il précise pas que la liste de nombres ici, elle est non vide, hein. Mais évidemment, comme tout ce que j'avais écrit juste avant ici, là, j'ai besoin de calculer la moyenne des nombres L, et comme la moyenne, il fallait déjà qu'elle soit, la liste soit non vide, bah là, je vais devoir imposer cette précondition là aussi, quoi. Donc, on a bien le nom de la fonction, on sait que ça va prendre une liste de nombres, donc ça sera une liste de float, voilà. Et ça renvoie à la variance, et donc la variance, on sait que c'est un float, hein. D'accord? Donc là, on a tout le monde, et puis on peut pas oublier la précondition, hein, parce que quand on sera obligé de calculer la moyenne. Alors, c'est parti, def variance, ça s'appelle la question 4. Question 4. Alors, def variance. Alors, ça prend une liste L, L 2 points, liste avec un L majuscule de float, et ça renvoie un float, la variance. 2 points, je décale, j'écris les préconditions, la précondition, donc j'écris précondition en entier, comme ça, précondition, 2 points. Alors pour dire que L c'est non vide, j'écris len de L strictement supérieur à 0. Voilà. Puis je ferme directement les guillemets, je ne demande pas plus. Alors, on va faire tout ce qu'on a dit. M2 points, la moyenne, M2 points, la moyenne, c'est un float. Et on a déjà écrit une fonction qui le fait, qui s'appelle moyenne, moyenne de la moyenne des éléments de la liste L. Maintenant que j'ai cette moyenne, je peux calculer la liste des écarts, par exemple LE, qui est une liste de float.
en appelant liste et écart. C'est comme ça qu'elle s'appelait? Non, elle s'appelait écart nombre. Je corrige. Alors, je vais faire écart nombre. Donc, qui prend une liste et un nombre, bah justement, la moyenne M, qui est bien un nombre, ça flotte. Donc, j'ai la liste des écarts. Maintenant, il faut que je mette tout ça au carré. Donc, liste des écarts au carré, lec. On va dire que c'est une liste. Alors, je vais remettre le chat en face de moi parce que. Ouf. Voilà, pour voir si tout va bien. C'est aussi une liste de fautes. Et donc là, c'est listes carrées de LE. D'accord? Donc maintenant, on a tout au carré. Il ne reste plus qu'à faire la moyenne de tous ces éléments-là. Et bon, ça, je ne vais pas déclarer une variable, je vais le faire directement dans le return. Hein. Et donc, il n'y a plus qu'à faire return de moyenne de lec. Voilà. Et là, j'ai tout. D'accord? Donc là, j'ai bien détaillé. Évidemment, hein, on aurait pu juste calculer le M comme ça et puis écrire directement moyenne de lec remplacé par ça. Donc, directement moyenne de liste carrée de écart nombre de LM. On aurait pu écrire tout sur la même ligne tu sais, après avoir calculé le M ici. Mais par contre, éviter de faire écart nombre. Ouais, si, on aurait pu tout écrire sur une seule ligne. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vais le faire. Hein, donc, variante de tout ça, là. Hein, on aurait pu directement écrire return. Bah, directement de moyenne de liste carrée de écart nombre de L et de moyenne de L. Voilà. Après, je ferme. Il me reste 2 parenthèses à fermer. 1, 2. D'accord? Comptez bien les parenthèses. Une ouverte, 3 ouvertes, 4 ouvertes. 1, 2, 3. Non, il en manque une. 1, 2, 3. 4 ouvertes, 3 fermées, il en manque une. 4 fermées. Et là, on est bien balancé, quand même. Voilà, mais bon, c'est peut-être un peu overkill, hein. Si ça ne tient pas sur une ligne, n'hésitez pas à déclarer une variable pour un résultat intermédiaire. Donc voilà pour la variance. Question 5, l'implémentation précédente est un peu inefficace car elle parcourt une première fois la liste pour calculer les écarts à la moyenne, puis une seconde fois pour calculer le carré des écarts. Donc ça, ce que ça vous dit, c'est que ça calcule une première fois la liste des écarts, LE, et ensuite une deuxième fois. Quand même, ça fait ça le fait 3 fois. Enfin, ça, la moyenne, le calcul des moyennes, on n'aura pas le choix de les mettre quand même. Par contre, là, on a fait 2 étapes. La première fois, calculer les écarts des nombres avec la valeur absolue, et ensuite faire les mettre au carré. On aurait peut-être pu faire ça en une seule fois, d'autant plus que là, pour écart de nombre, on prenait la valeur absolue, alors que le fait de mettre au carré, de toute façon, c'était peut-être pas forcément nécessaire non plus de prendre les valeurs absolues, puisque une fois qu'on a mis les nombres au carré, le signe n'avait pas d'importance. Et donc, on vous demande proposer une implémentation plus efficace de variance en ne faisant qu'un seul parcours. Alors évidemment, normalement, dans l'énoncé, il me semble qu'il y a un bug, c'est qu'on vous a filé la réponse. On vous a donné une réponse pour ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on vous demande de changer le nom? Ouais, non, bah, on va la rappeler variance aussi. Hein. Donc, def variance. Donc, il prend toujours L, une liste de float. Voilà, et ça renvoie un float. Précondition, on n'oublie pas de dire que c'est précondition, 2 points, longueur len de la liste qui s'appelle L, strictement positive. Voilà, comme ça la liste est non vide. Et donc on est parti.
bon, on est toujours obligé de calculer la moyenne. M de point float reçoit moyenne de L. Alors, qu'est-ce qu'on vous a... Ouais, on vous a déjà foutu la réponse normalement. Liste carrée. Ouais, il y a un truc où on vous dit, ouais, une autre truc un peu moins lisible, donc je vais essayer de pas faire cette solution-là. Ouais, sinon je vais la recopier. Alors, ce que j'avais fait juste avant, c'était, en gros, j'avais liste des écarts et liste des écarts à la moyenne. Bon, l'idée, c'est la liste des écarts au carré, c'est ça. Liste d'écarts au carré, 2 points. Donc, je voudrais faire un truc, le faire en une seule fois, en fait. Avec une fonction que j'ai inventée, liste écart carré de L. Et une fois que j'aurai ça, je referai mon return de moyenne de lec. Voilà. Bon, l'idée, c'est d'écrire justement cette fonction liste écart carré. Donc, il prend une liste L, une liste de float. Donc, c'est juste, l'idée là, c'est juste de faire en une seule fois ce qu'on avait fait en 2 fois, quoi. Donc, en gros, il faut s'inspirer de la fonction qui faisait la liste des écarts, et au lieu de prendre la valeur absolue, il faut prendre le carré, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc, on va la réécrire, liste de float. Comme c'est pratiquement la même, je vais juste faire la compréhension, hein, qui était l'objet du TD d'aujourd'hui. Donc, si je veux utiliser les écarts au carré de ce machin-là, alors j'ai oublié de lui mettre une valeur pour l'écart, virgule, il me faut un x qui est un float aussi, hein, pour pouvoir faire l'écart à lui. Petite flèche, ça retourne une liste de float. Je pense que vous n'avez pas la place, hein, vous passez à une comme ça, un peu décalée. Bon. Ok, maintenant, donc liste des écarts au carré, bah, je vais le faire directement avec une compréhension. Sinon, vous vous réinspirez de la valeur absolue, hein. Liste des écarts en valeur absolue. C'est la même chose, sauf que je prends la valeur absolue, on prend le carré. Donc return, donc les écarts au carré, ça va être L moins, alors ça va être les écarts, alors ça peut pas être X, donc je vais appeler Y. C'est les Y moins X au carré, donc étoile, étoile, 2. Hein, écrivez bien des étoiles, pas des X, hein, for Y in L. Voilà. Bon. Et après, l'idée, ça serait que cette fonction-là, vous l'écriviez juste avant celle-là. Voilà. Parce que c'est là, pour la déclarer avant de l'utiliser ici. La définition de liste écart, on la met avant. Ouais, justement, on était juste en train de dire la même chose là. Donc voilà. Donc ça, vous l'écrivez juste au-dessus et après, vous êtes bon. D'accord? On va dire que là, j'étais juste sur mon brouillon, quoi. Voilà. Mais évidemment, vous avez l'autre solution, hein, qui vous est donnée par erreur dans l'énoncé. Et donc, vous pouvez l'utiliser. Hop. Donc voilà pour cet exo. On va passer à l'exercice 8.5, le ROT 13. Alors, le ROT 13, c'est un algorithme très simple de codage-décodage de texte, hein, de messages pour faire de messages secrets. Et donc, on va regarder le passage des chaînes aux listes et des listes aux chaînes, hein. Donc, parce que, a priori, donc les listes sont au programme. Et évidemment, le chapitre d'avant, qui était les chaînes de caractères, ils sont aussi au programme, hein. Et on va essayer de faire un truc sur les tuples aussi, hein, histoire de bien réviser. Et pour la semaine prochaine, bon, il y aura encore. Alors, c'est quoi maintenant? Ouais, on va commencer les dictionnaires. Mais comme c'est la semaine du contrôle, si vous avez besoin qu'on revoie un certain nombre de choses, n'hésitez pas à me le dire, mais dites-le moi à l'avance en fait, quoi. Donc envoyez-moi un message à l'avance sur le Moodle ou ailleurs pour me dire j'aimerais bien qu'on revoie ça pendant la TD et puis on fera quoi. Ok. L'objectif c'est d'avoir la note la plus élevée possible, hein. Donc je compte sur vous. Donc bon, on va voir, donc c'est un truc de codage. Bon, pour l'instant, vous expliquez pas trop le codage. Pour l'instant, on vous demande de donner une définition avec une compréhension. On va le faire sans d'abord et puis après avec la compréhension. De liste caractère.
qui retourne la liste des caractères d'une chaîne passant en paramètre. Donc, liste des caractères avec les carottes, ça me renvoie à la liste avec à chaque fois un seul caractère, hein. En sachant qu'en Python, un caractère, c'est aussi une chaîne de caractères qui est juste de longueur 1, hein. D'accord? Il n'y a pas vraiment de différent. Le caractère n'est pas un type différent de la chaîne de caractères. La seule spécificité, c'est d'être de longueur 1, hein. D'accord? Mais pour le vocabulaire, on va quand même parler de caractère à chaque fois qu'il est de longueur 1. Donc les caractères de les carottes, ça fait une liste avec tous les éléments, tous les caractères qu'il y avait dans les carottes ici, hein, y compris l'espace qui est ici, hein. Il y avait un espace entre les et carottes, il se retrouve ici dans la liste. Et je la liste des caractères d'une chaîne vide, ça va donner une liste vide. Voilà, donc j'analyse là, donc la fonction, il faut l'appeler comme ça, liste caractère. On sait ce qu'elle qui retourne une liste de caractères. Donc ça, c'est le type de retour. Ça nous a dit liste de caractères. Bon, caractère, c'est str aussi, hein. Je vous ai simplement dit que la longueur de chaque caractère, c'est 1. Et là, c'est dit un petit peu différemment de d'habitude. D'une chaîne passée en paramètres. Donc ça, c'est un paramètre. Le paramètre, c'est str. Donc là, c'est formulé dans un sens un peu inversé d'habitude. Donc je sais que je dois faire un def de liste caractère qui prend un argument str et qui retourne liste de str. C'est parti, liste caractère. Alors, première question. Def liste caractère. Donc, j'avais dit qu'on prenait argument une chaîne, donc je vais l'appeler s de point str. Et ça renvoie une liste de caractères, donc liste de str. Précondition. Est-ce qu'on nous a donné une précondition? A priori non. Bon, à chaque fois qu'il y a des listes et ou des chaînes de caractères, bon, vous pouvez vous demander, bon, est-ce qu'il y a un problème avec la liste vide? A priori, là, il y a d'autant moins un problème que on vous donne un exemple avec la chaîne vide. On dit que ça doit renvoyer liste vide, donc a priori, il n'y a pas de cas pareil. Ça peut pas être une précondition d'interdire que ça soit vide. Donc du coup, là, il n'y a pas de précondition. Et comme on est en contrôle et qu'on dit pas ce que ça retourne, parce qu'on gagne du temps, on n'écrit rien de plus. Donc c'est parti. Donc je dois parcourir la liste des caractères et créer une liste de caractères. Donc là, je vais le faire sans compréhension. Donc comme d'habitude, comme je dois produire une liste ici, je regarde là le type de retour. Je dois produire une liste de str. C'est parti. Je déclare la liste résultat lr de type liste de str. Voilà. Et j'initialise la liste vide. D'accord? Donc à chaque fois que vous devez construire une liste comme ça, très souvent, hein, vous allez partir de ça. Partir d'une liste vide et puis vous allez la remplir avec des appends. Alors maintenant, je dois parcourir ma liste de caractères. Bon, pour parcourir les caractères, c'est comme parcourir les listes. On déclare un C de type str et je vais dire for C in S. Voilà, donc ça c'est pour un parcours de chaîne de caractères, tout simplement directement par élément. Donc à chaque fois, C va prendre un des caractères de la chaîne S et dans l'ordre. Donc for C in S, ce caractère-là, il faut que je le mette dans la liste. Donc lr.append de C. Voilà, et à la fin, return lr. Donc voilà la méthode pour résoudre cette question telle que vous l'avez déjà fait. Maintenant, je regarde. Ici, dans le append, il y a un C. La boucle for qu'on fait, c'est celle-là. Donc, si je devais le faire avec une compréhension, j'écrirais return, donc, avec évidemment la même spécification, hein. Return, ouvrez un crochet, j'écris de manière inversée, C for C in S. Voilà, tout simplement. J'écris ça en premier et ensuite ça. D'accord? Donc, souvenez-vous bien de ce modèle-là, hein, c'est très utile. Dès que vous avez un truc, enfin là, c'est pas une liste, mais c'est presque une liste de caractères ici, et que vous devez renvoyer une liste de caractères, une liste de quelque chose, quoi. Vous prenez une liste vide et puis vous faites des appends dedans avec un for au-dessus. Et si vous avez réussi à écrire le truc comme ça et que c'est correct comme ça, a priori, la compréhension, c'est juste ce que vous mettez dans le append avec le for, tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de filtrage.
Mais le filtrage, ça reviendra à mettre un if qui est juste au-dessus, quoi. Peut-être qu'on va le voir dans un des exemples. Donc voilà tout simplement ce qu'on vous demandait. Et si c'est avec une compréhension, c'est comme ça. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'écrire tout ça. Vous voyez, il n'y a même pas de déclaration de type à faire directement comme ça. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et même si c'est pas au programme du contrôle, vous avez le droit de l'utiliser. Alors, donner une définition de la fonction chaîne2 qui retourne une chaîne de caractères correspondant à la liste de caractères passés en paramètre. Donc, a priori, c'est la fonction inverse, hein. Chaîne2, hop, on lui donne une liste de caractères et hop, ça remet tout dans une chaîne. Chaîne de vide, ça fait vide. Et a priori, ouais, si comme c'est en l'inverse l'une de l'autre, si je demande chaîne2, liste de caractères d'un truc, ça va me redonner le même truc. Ce qui est normal, hein, puisque c'est l'inverse. D'accord? Donc, on analyse le texte, hein, donne une définition de chaîne2, donc ça c'est le nom de la fonction, qui retourne, donc on retourne une chaîne de caractères, str, hein, dans le return, correspondant à une liste de caractères passés en paramètre, liste de caractères passés en paramètre, donc le paramètre c'est liste de caractères, un caractère c'est str, donc la propriété qui est str, chaque chaîne est de longueur 1. Donc voilà, on est parti. A priori, est-ce que je vais préconditionner le machin? Donc il n'y a pas de problème avec les listes vides, donc on est parti, hein. Ça s'appelle chaîne2. Question 2. Donc je vais le faire sans compréhension d'abord. Def chaîne2. Donc ça prend en argument, on a dit, une liste de caractères. L, je vais écrire un L minuscule. Liste de str. Voilà, et ça renvoie une str. Alors, comment on construit des STR? Bah, exactement avec une manière qui ressemble un peu aux listes, mais c'est quand même différent, hein. Alors, précondition. Bon, on pourrait dire comme précondition que chaque élément de L est de longueur 1, mais en réalité, on s'en fout. Parce que, bon, c'est pas très gênant si la fonction marchera aussi si les chaînes sont pas de longueur 1, quoi. Donc, on ne va pas écrire de précondition. Donc on est parti. Alors là, ça va être le modèle, c'est quand vous avez comme retour une STR que vous devez produire, c'est quoi le modèle à chaque fois? Bon, alors déjà, on va déclarer comme la liste résultat LR, un résultat de type STR que je vais initialiser à la liste vide, donc quote, quote. D'accord, sans espace à l'intérieur. D'accord, donc je mets une chaîne vide comme ça. Et je vais parcourir ma liste. Alors comment on parcourt une liste? Ouais, comme d'hab. For x in L. Alors, donc il faut que je déclare le x, là, j'allais oublier. X, alors, quand vous devez parcourir une liste L et que chaque élément de la liste, vous voulez l'appeler X, bah, le type, c'est forcément le truc qu'il y a entre les crochets ici, hein. Donc lui, il est forcément de type str. C'est parti, hein. For X in L, d'accord? N'oubliez pas, quand vous écrivez un truc comme ça pour un X ou un Y ou un Z, vous l'appelez comme vous voulez, in une liste L qui s'appelle L, list, je ne sais pas quoi, le type de X là que vous déclarez avant, c'est forcément ce qui est écrit dans les crochets ici. Alors, for X in L, alors là, il n'y a pas de append pour les str, hein. Donc ma str, elle s'appelle res. Ce que je dois faire, c'est res, reçoit res, concaténation avec x. D'accord? Donc là, c'est pas l'addition des nombres, hein, c'est la concaténation, hein. Donc ça prend ma chaîne res telle qu'elle est à ce moment-là, et ça lui met à la suite la chaîne x. Donc ça va former une chaîne plus grande, hein, avec x à la fin, et je le restocke dans res pour stocker la chaîne plus grande, hein. Et au tour de boucle suivant, bah, je rajoute le caractère suivant, et donc c'est une chaîne qui va grandir au fur et à mesure du parcours de L. Et à la fin, return, res. Voilà. Alors je vérifie que je me relis quand même une dernière fois, s'il n'y a pas de problème. Donc ouais, donc pas de précondition, res qui est bien de type string, x for x in L, voilà. Bon, bah, ça me paraît très bien. Alors est-ce qu'on peut faire une compréhension? Bah non, parce que le résultat, c'est pas une liste. Donc, comme le résultat, c'est une chaîne de caractères, il n'y a pas de compréhension de chaîne de caractères.
Donc, on s'arrêtera là-dessus pour cette question. Alors évidemment, si on vous demande pas un jeu de test, hein, vous écrivez pas de jeu de test, hein. Bon. Mais si vous avez besoin d'un jeu de test, a priori, comme dans l'énoncé, vous pouvez déjà réutiliser dans votre jet de test, hein, si on vous le demandait, les exemples qu'on vous donne déjà. Il suffit juste de les transformer en écrivant assert de ça égale ce qui est en dessous. Assert de ça égale ça. Assert de cette ligne-là égale ça. Tout simplement. D'accord? Mais les asserts, là, vous les écrivez pas si on vous les demande pas. Ok, question 3. Pour pouvoir faire de l'arithmétique de codage sur les caractères, nous allons transformer ces derniers en entiers. Donc on a déjà vu un exercice qui ressemblait à ça, quoi. Alors, pour lettre A, on souhaite utiliser le numéro 0, pour B, 1, pour Z, le numéro 25. Donner une définition de la fonction numcar qui retourne le numéro de caractère passé en paramètre. Par exemple, numcar de A, c'est 0. Alors, je sais plus s'ils disent. Voilà, numcar de B, c'est 1, numcar de Z, c'est 25. Remarque qu'on possède la primitive OR qui retourne le numéro Unicode d'un caractère. Bon. La question là, c'est que là, dans l'énoncé, on vous donne pas plus, hein, qu'on fait exister les alphabets. Mais en fait, vous pouvez demander ordre de A et ça va vous donner une certaine valeur, quoi. Et vous demandez ordre de B, il va donner aussi une certaine valeur, quoi. Mais cette valeur, moi, je la connais pas et j'ai aucune intention de la prendre par cœur, quoi. Donc bon, imaginons que c'est 42. Ça veut dire que ordre de B, ça sera 43, hein, etc., etc. Moi, c'est pas 42 en réalité, hein, mais je prends un exemple au pif, quoi, parce qu'en fait, on va voir qu'on n'a pas besoin de savoir quel est le nombre là. Donc je vais écrire aussi en violet. Imaginons que c'est 36 aussi. Donc lui, ça serait 37. D'accord? D'accord? Donc j'écris ça pour bien vous dire que je ne sais pas quelle est la vraie valeur et que ça n'a pas d'importance. En fait, parce qu'en réalité, moi, je veux pas ça. Moi, je veux, en fait, dans tous les cas, moi, je veux un 0 ici et là, je veux un 1. Puis pour C, ça serait 44, ça. Donc comment je fais pour avoir, en fait, 0, 1 avec ces hordes bidules là, qui me donnent des nombres consécutifs, hein, sans vraiment connaître quelles sont ces valeurs. Bah, c'est tout simplement, je vais demander ordre du caractère demandé, moins, je vais l'écrire au-dessus, ordre du caractère que je cherche, moins ordre de A. Alors vous remarquez bien ici que là, il y a des quotes, là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est une variable C, hein. On imagine qu'on a un C qui est une chaîne de caractères. Est-ce que les caractères sont en majuscules? Est-ce qu'ils sont en majuscules dans l'énoncé? De toute façon, ça revient au même, hein, il n'y a pas de problème. Si c'est... Mais a priori, les noms, on suppose qu'il n'y a que des majuscules, hein, que des minuscules, je veux dire. Dans l'énoncé, il n'y a pas de majuscules. D'ailleurs, dans le... Qu'est-ce qu'ils disent dans la question exactement? Donner une définition de la liste de caractères. Oui, ça c'est fait. Question 1, la définition de chaîne 2. Ok, ça c'était fait. C'est la question à faire de la réflexion sur le codage de caractères. Voilà. Et en fait, on vous demande, non, mais on donne que des exemples avec des lettres minuscules, donc on veut pas plus, hein. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire ça comme ça. J'espère que ça. Alors, si les caractères sont en majuscules, ce sera pas. Oui, donc on considère que jamais on va faire ça avec des majuscules. Donc ça, c'est une variable C qui contient un caractère inconnu. Et là, c'est bien le caractère A qui a une valeur. Donc vous vous rendez bien compte que si je remplace C par le caractère A, avec A entre voilà, si C contient le caractère A, bah, quand on va faire la différence, ça va faire 0. Et si là le C contient le caractère B, comme le B c'est 1 de plus que A, si je retire le code de A, bah, ça va me donner 1. Et puis pour C, ça va donner 2. Et puis pour D, ça va donner 3, etc. etc. Donc avec cette formule-là, c'est bon, hein, il suffit de regarder faire passer le C en paramètre, et ça me donnera ce résultat-là. Et donc pour résoudre le problème que tu soulèves, ça, là, avec les majuscules, bah, on va juste interdire d'utiliser des majuscules, et comment on fait ça? Bah, simplement en écrivant une précondition. D'accord? Donc, revoyons ici l'analyse de la question. Donc, la fonction, elle doit s'appeler numcar. Il retourne un numéro de caractère, donc ça va être un int. Passer un numéro,
voilà, je vais peut-être l'écrire un peu. Voilà. Qui retourne le numéro, donc ça c'est un int, du caractère, donc ça va être un str. On est parti. J'ai déjà oublié le nom. Ah, c'est numcar, c'est ça. Ah, c'était la question 3. Question 3. Def num car. Donc ça prend en argument un caractère, donc je vais l'appeler c, 2.str, et ça renvoie un int. Hein. Ça, c'est ce que j'avais analysé dans l'énoncé. Précondition, alors là on va se lâcher dans les préconditions. Précondition. Alors, c'est un caractère, donc sa longueur doit être égale à 1. Et je vais dire que C doit être supérieur ou égal à A, et C doit être inférieur ou égal à Z. Voilà. Comme ça, on a éliminé le problème des majuscules. On a le droit que aux 26 lettres de l'alphabet en minuscules. Voilà, voilou. Et après, il n'y a plus qu'à écrire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Return ord de C moins ord de A entre apostrophes. Hein. D'accord. Là, il n'y a pas d'apostrophe parce que c'est ce C-là. Hein. Lui, il contient un caractère. Donc, s'il contient le caractère A, ça fera 0. S'il contient le caractère B, ça fera 1, etc. etc. C'est exactement ce qu'on nous demandait. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître les valeurs Unicode ou ASCII des caractères, c'est inutile. Donc là, voilà, une petite fonction toute simple. Alors, vous voyez, c'est une fonction sans boucle. Hein. Donc ça existe aussi les fonctions sans boucle, n'oubliez pas. Hein, essayez de pas de foutre des boucles à toutes les sauces. Hein. Là, il n'y a pas du tout de boucle. Hein. C'est juste un simple calcul. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. C'est une demi-heure. Alors, définissez la fonction carnum qui permet de retourner le caractère correspondant obtenu par numcar. Ok, donc c'est l'inverse. Et là, on vous dit que vous pouvez utiliser CHR, hein, parce que ORD, on l'a déjà utilisé. Alors, carnum, le caractère correspondant à un numéro obtenu par numcar. Alors, comme c'est la fonction inverse, donc là, en analysant le truc, ça s'appelle carnum, qui va retrouver le caractère, donc ça, c'est ce que ça retourne. Donc, ça va retourner un str, correspondant à un numéro, ça, c'est le paramètre, hein, et ça, un int. Donc, c'est parti, carnum, def, carnum, donc ça prend en argument un entier. On va appeler comment? Un numéro. Je vais appeler n comme numéro. Allez, on efface le i. Hop. Alors, un n entier. Et ça envoie un str. Alors, est-ce qu'il y a une précondition? Est-ce que ça peut être n'importe quel type n, il prend prendre n'importe quelle valeur entière? Bah non, il y a quand même, ça va être un petit peu plus limité que ça quand même. Donc, précondition, 2 points. Je veux que n soit supérieur ou égal à 0 et n soit strictement inférieur à 26. Hop. Regardez là, je suis exactement dans la même philosophie que le range. Là. Comme je commence à compter à partir de 0, n supérieur ou égal à 0, je sais qu'il y a 26 lettres au total dans l'alphabet, et je veux utiliser le 26, je mets strictement inférieur. D'accord? J'exclus le dernier. D'accord? Donc ça va bien faire des nombres n qui vont entre 0 et 25. D'accord? Donc c'est exactement ça la philosophie du range, c'est que si on commence à 0, là, on met une inégalité stricte sur le dernier. C'est-à-dire qu'on l'exclut. Et quand même, j'ai écrit 26 là, qui est vraiment un nombre qui nous parle, en sachant que c'est le nombre total de lettres dans l'alphabet. D'accord? Dans l'alphabet qu'on utilise nous, en français, mais en anglais aussi. Voilà. Bon, évidemment, n est inférieur ou égal à 25, ça marchait, mais le fait d'écrire 25, c'est un peu bizarre, parce que 25, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, alors que 26, on voit bien que ça correspond bien aux 26 lettres.
par le simple fait de mettre strictement inférieur, on peut garder quand même cette valeur qui nous parle. Alors, donc là, on doit utiliser CHR. Mais alors, pour utiliser CHR, il faut le remettre. Donc, je me demande le CHR, mais d'un code Unicode. Donc, il faut que je refasse toute la démarche inverse. C'est que j'ai l'entier n ici, qui est entre 0 et 26. Il faut que je le remette en Unicode, quoi. Donc, il faut que je le remette que, en fait, si n représente le A, c'est-à-dire le 0, si 0, il doit représenter A, il faut que ça redonne le A, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit dans l'énoncé qu'on va utiliser les deux. Bon, on avait déjà fait des trucs comme ça, donc sans plus de mystère. Donc je sais que je vais faire un CHR. CHR, il atteint un truc Unicode. Et Unicode, ça va être, je pars de la valeur Unicode du A et je lui rajoute n. Donc vous voyez que si n vaut 0, ça va être le code Unicode de A et je le retransforme en caractère. Il va bien me redonner le caractère A. Si n vaut 1, c'est le code de A plus 1, ça va bien donner le code de B. Et si je prends le code de B et je lui demande CHR, ça va me donner le B. CHR, il prend un code et il redonne la lettre. D'accord ? Donc voilà pour Carnum, tout simplement. Donc return CHR de ordre de A plus N. Voilà, voilà. Je laisse juste une seconde pour recopier si vous avez besoin de ça. Hop, j'avance. Question 5. Je pense que c'est la dernière de cet exo. C'est bien, ce qui nous permet d'anticiper un peu sur le contrôle. Bon, alors évidemment, comme il y a encore un bug, on vous a donné un corrigé en plus, quoi. Voilà. L'algorithme de Rod 13 est une variante du chiffrage du chiffre de César, qui exploite le fait qu'il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Je ne sais pas pourquoi ça exploite ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc le code initial est simple. Alors, la lettre numéro 0, le A de l'alphabet, est codée par la lettre 0 plus 13. Ça vaut 13, donc c'est pareil pour toutes les lettres. Ça va jusqu'à la lettre numéro 12, qui va être codé par 25, le Z. Donc le M va être codé par le Z. Et après, le N qui le suit, comme il n'y a plus de lettres après le Z, on revient au début et on le code par un A. Et etc. Et on recontinue et tout ça. Donc c'est un décalage de 13 lettres. Et puis dès qu'on fait plus 13 dans l'alphabet, au bout d'un moment, on reboucle. D'accord ? Donc c'est comme si les lettres de l'alphabet, on pourrait représenter sous la forme d'un cercle comme ça. A, B, C, D, E, etc. Tac, tac, tac. Et donc on dit que ça va jusqu'à ici jusqu'à Z, Z, Y. Et puis il y a un moment ici où on passe par la lettre M. L, M, N. Voilà. Donc c'est les représenter en cercle comme ça, avec leur numéro 0, 1, 2, 3. Et on arrive à la fin ici à 25. 24, 25. Le M, on avait dit que c'était 12. Donc lui, c'est 11. Ah non, je l'ai mis dans le mauvais sens. Hop, bon, c'est 11, 12, 13, mais le L et le N, faut que je les L et N, faut que je les L, c'est lui. N, c'est lui. Donc, on peut imaginer ça comme une roue. Et en fait, on doit décaler il faut décaler de 13. Donc le A, normalement, il doit donner le N. Voilà. Donc je décale de 13, en fait. Hop, lui, il doit donner lui. Plus 13. Vous voyez ? Donc 0 plus 13, hop, ça donne le N, quoi. B plus 13, ça va donner MN O. Ça va donner le O qui est derrière, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, voilà, N plus 13, ça va commencer à dépasser, quoi. N plus 13, ça va donner 26. Il n'y a pas de 26, en fait, ça repart sur le A. Alors, comment on fait pour avoir un truc circulaire comme ça, où ça compte 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 25 et après ça repart à 0 et tout ça, et c'est le modulo 26. Il y a 26 éléments dans la roue, c'est 26 lettres, il y a 26 éléments dans la roue de 0 à 25. Quand je fais modulo 26, ça veut dire que quand je compte les nombres, je leur additionne 1 à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, ça reboucle en fait. Le fait de faire modulo 26, c'est le reste de la division par 26.
Et le reste d'une division par 26, c'est toujours un nombre entre 0 et 25. Donc ça nous permet de faire cette représentation de roue comme ça avec le modulo 26. Et on nous dit pour toute lettre hors alphabet, le codage ROT13 retourne l'identité. Alors, si c'est donc vous faites des maths, donc ça devrait pas être difficile pour vous. Pour les étudiants qui sont pas forcément en maths, l'identité, c'est juste la fonction qui retourne elle-même, quoi, qui retourne son argument. Mais bon, même si vous aviez du mal avec ce vocabulaire-là, vous avez les exemples. Donc vous voyez bien que pour les lettres, ça représente bien le décalage de 13 ici. Et il y a d'autres exemples encore derrière, là. Vous voyez bien que pour un autre truc qui n'est pas une lettre, 8 par exemple, le chiffre 8, le symbole 8, ça renvoie le même. L'espace, ça renvoie le même. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas des lettres, ça va rester identique. Donc, définition de ROT13, voilà. Retourne son caractère. La propriété fondamentale, c'est qu'elle est involutive. Évidemment, un décalage de 13, si je redécale encore de 13, c'est que j'aurai décalé de 26, et décalé de 26 dans un alphabet de 26, ça va redonner le nombre initial. Donc involutive, ça veut dire que en fait, elle est sa propre inverse. Donc ROT13, ça pourrait être utilisé pour coder et pour décoder en même temps. Donc ça prend en compte pour le jeu de test, mais pour l'instant, le jeu de test, c'est pas demandé dans les contrôles. Ça prend un caractère, donc analyse de la question. Donc ROT13, c'est le nom de la fonction. Étant donné un caractère C, donc dès qu'il y a étant donné un caractère C, donc ça c'est le paramètre, ça va être str de longueur 1. On retourne son caractère codé. Donc ce qui retourne, c'est le caractère, donc c'est avec un str aussi. Hop, c'est parti. Donc la question s'appelle ROT13. Def ROT13. Donc un caractère C de type str. Et ça envoie un autre caractère str. Deux points. Précondition. Comme ça doit être un caractère, je vais dire que sa longueur de C doit être égale à 1. Voilà. Par contre, il n'y a pas de précondition pour dire que c'est seulement compris entre A et Z, parce on a dit que ça tenait compte quand même des autres, sauf que ça les laisse identiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si C est un A ou C, non, s'il est compris entre A et Z, là on va faire le décalage. Si C est un A et C est plus petit ou égal à un Z caractère ici, C c'est une variable pas de côte, A et Z sont les caractères d'une petite côte, deux points. Alors là, il faut que je retourne donc le caractère. Donc on l'avait appelé comment la fonction qui crée un caractère? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il y avait numchar et carnum. Alors c'est carnum. Voilà, je produis un caractère à partir de. Et là, je vais utiliser numchar. Donc je prends le numéro de caractère de C. Ça va me donner un nombre entre 0 et 25. Numchar de C, c'est comme ça qu'on a écrit la fonction. Numchar de C, ça donne un numéro entre 0 et 25. Je le décale de 13. Et je n'oublie pas de faire un modulo 26 pour faire la roue. Voilà. Donc le numéro de caractère du C passé en argument, qui est compris entre A et Z, ça va me donner un nombre entre 0 et 25. Plus 13, ça fait le décalage de 13. Donc ça, c'est le codage. Le décodage aussi. Et le modulo 26, qui était aussi dans l'énoncé, ça, c'est pour faire la roue. On peut comparer deux STR. Oui, bien sûr, on peut par max, on peut comparer deux STR et c'est l'ordre du dictionnaire qui vaut. Alors pour les simples caractères, c'est simple, c'est l'ordre alphabétique. Mais si c'est des chaînes de caractères qui sont pas forcément de longueur 1, à ce moment c'est l'ordre du dictionnaire. C'est ce qu'on appelle l'ordre lexicographique. Donc c'est tout à fait possible de comparer des chaînes de caractères, c'est un ordre total. Et évidemment, il y a aussi même les espaces et tout ça, ils comptent suivant leur numéro d'ordre dans l'Unicode. Ça permet de les trier aussi, quoi. Alors, Rebecca, c'est fini les j'ai pas compris.
Il faut me dire ce que t'as pas compris le modulo 26. Bah, le modulo 26, c'est, bon, imaginons, je vais revenir ici, je te réexpliquer alors le Y, il est là. Voilà. Bon, prenons le Y. Le Y, si je le décale de 13, je tombe sur qui? Je tombe sur le L. D'accord? Le A, si je décale de 13, ce que je veux, c'est décaler de 13 sur la roue, hein. Si je décale le A de 13, je tombe sur le N ici. D'accord? Donc le Z, je tomberai sur le M, et le Y, je tomberai sur le L. On est d'accord. Donc l'idée maintenant, bon, comment je fais pour trouver que Y, qui est représenté par le 24, va tomber sur le L, qui est le 12? Bon, bah, je fais 24 plus 13, ça fait 37. Mais moi, c'est pas 37 que je veux, c'est le 11. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais modulo 26, 37 divisé par 26. Alors, il y va une fois. Une fois 6, une fois 26, ça fait 26. Là, je fais la soustraction. Il me reste 11. Et là, la division est terminée. Le reste, c'est 11. D'accord? Le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. D'accord? Et donc là, je retrouve mon 11, là, qui est bien le L qu'il faut. Donc, je fais bien les modulo 26, c'est-à-dire je calcule les restes ici, ça, pour pouvoir, sinon, si je décale seulement de 13, je vais trouver 37, qui n'est pas la bonne valeur du L. La bonne valeur du L, c'est le 11. Donc, pour faire cet effet de roue, ici, là, on fait les modulo 26, hein, qui fait qu'en fait, ça fait se reboucler les nombres 0 à 25, et le successeur de 25, ça redevient le 0, quoi. D'accord? Donc, Rebecca, dis-moi si c'est plus clair le modulo 26 pour toi. Ça permet simplement de faire le bon décalage comme ça selon la roue, quoi. Eh bien, je t'en prie. Hop, rod 13, c'est fait. Et maintenant, question 6, qui est la dernière. Donc, écrire la fonction codage rod 13 qui permet de coder. Donc là, à ce moment-là, on a besoin, comment on va faire le codage rod 13 de ça? ABCDEF, en fait, on produit une chaîne de caractères dans laquelle chaque caractère va être, on va lui appliquer rod 13 qu'on vient de faire à l'instant. Alors, évidemment, le but, c'est de réutiliser ce qu'on a fait dans les questions précédentes, quoi. Donc, on peut parcourir. Qu'est-ce qu'on avait? On va faire je vais faire la liste des fonctions, voilà, je les ai sous les yeux, vous aussi. Donc, c'est quoi les fonctions qu'on avait fait? On a un truc qui fait on a liste caractère, donc qui transforme en liste de caractères. On a chaîne 2, qui fait le contraire. D'accord? On a numcar, et puis on a, voilà, liste de caractères et chaîne 2, et puis on a le rod 13 aussi. Voilà. Bon, alors pourquoi on va utiliser ça? On va l'utiliser dans la compréhension. On va déjà voir déjà que sans la compréhension, on peut le faire. Donc, question 6, sans compréhension. Def, alors, est-ce que j'ai fait ma petite analyse? Petite analyse. Rod 13, codage rod 13, c'est le nom de la fonction, qui permet de faire le codage. Alors, ils vous disent pas ce que ça prend en argument, etc. Alors, après, vous avez là où on vous a donné la réponse, hein. Donc, vous avez une question où la réponse est déjà donnée. Donc, définir fonction codage rod 13, bon, on vous donne pas les trucs, mais on sait que ça, a priori, en argument, ça va être une str, et le résultat ici, là, ça va être une str. Donc, vous pouvez trouver aussi les types juste en regardant les petits exemples. Voilà. Donc, c'est parti, codage underscore rod 13, codage underscore rod 13, donc qui prend en argument une chaîne S de type str, et qui renvoie la chaîne codée de type str. Ou S, ça peut être la chaîne codée, et str, la chaîne décodée, hein. Parce que codage rod 13, ça servira à la fois pour coder et pour décoder, hein. On a vu que c'était involutif. Donc, il n'y a pas de précondition. Voilà. Alors, sans compréhension, on va le faire tout de suite. Donc, on va parcourir. Donc, on va se prendre un C qui est un caractère ici. Et je vais dire for C in, c'est pas in str, c'est in S. Pour chaque caractère ici, alors j'ai oublié un truc. On efface tout.
Ok. La chaîne résultat res de type str que j'initialise à la chaîne vide. Je reprends mon caractère C de type str et je dis for C. J'ai pas vu, mais on a traité le cas où on tape un... Ah ouais, mince, t'as bien raison, ça. T'as tout à fait vu, en fait. Je sais pas si j'ai vu. Voilà. Donc, on n'a pas terminé la fonction. Hein. Et là, c'était évident, parce qu'en fait, là, il y a un return seulement dans le cas où ça c'est vrai, et puis dans le cas où c'est faux, bah, il n'y a pas de return. Donc là, il aurait vraiment gueulé, Mister Python, quoi. Je suis allé un peu vite en besogne. J'ai répondu à une question, après j'ai complètement oublié la suite. Donc évidemment, si maintenant je me retrouve à cet endroit-là, bon, on peut faire un else, hein. C'est quand même une bonne méthode. Else, deux points, et là, on va faire l'autre return. Bah là, else return C. Hein, je le retourne inchangé sinon. Alors on peut pas taper du vide, ça, là, on peut taper un espace. Hein. Un espace, c'est pas vide. Hein. Ça prend la place d'un espace. Voilà, mais bon, on se comprend. Voilà, donc là, du coup, il y a un if, un s et les deux returns qui sont là. D'accord. Bon, était là, le else pouvait être facultatif, mais à ce moment-là, le return, il faut le décaler pour le mettre bien au même niveau. Voilà qui est corrigé. Hop, je reviens à mon codage ROT 13. Donc, forcer in s. Donc, pour chaque caractère de ma chaîne, je vais faire res reçoit l'ancien res concaténé avec non pas C, parce que si je mettais C là, il se contenterait de la recopier, la chaîne identiquement, mais non, c'est plus, et là je fais un ROT 13 de C. Voilà. J'encode le caractère C. Et après, return de res. Return du res. Et donc, si on voulait le faire en compréhension, donc ça serait return de... Alors, c'était quoi les noms des fonctions que j'avais? Numchar, non, c'est pas Numchar, là, c'était les chaînes 2. Il y avait chaîne 2 et il y avait ligne de caractère. Ouais, c'était chaîne 2. Donc, je vais produire une chaîne 2 à partir d'une compréhension qui va être ROT 13 de C, for C, in. Et là, j'ai utilisé l'autre truc qui était un list caractère. Quoique non, c'est pas la peine. For C, in, S. D'accord. Donc la compréhension ici, c'est seulement ça. Hein. Donc, en parcourant tous les caractères de S, hein, je fais un ROT 13 de... Alors, le ROT 13, c'est pas sur... Si, c'est sur un caractère. Ouais, ROT 13, ça prend un caractère, ça envoie un caractère. Donc, pour chaque caractère de la chaîne, je vais prendre les ROT 13 de S, et ça va me produire une liste de caractères. Et pas une chaîne comme je voudrais. Et comme c'est une chaîne que je veux, j'utilise la fonction chaîne 2 qu'on a vue au départ, qui fait le boulot, quoi. Donc ça pourrait remplacer tout ça par ça, quoi. Mais évidemment, ça passe par un intermédiaire ou une chaîne de caractères, alors que là, ça le fait directement. Voilà. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Et il nous reste une douzaine de minutes. Donc je répète une nouvelle fois, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore des gens qui ne vont pas l'entendre, quoi. Ça, c'est pas au programme, mais vous avez le droit d'utiliser quand même si ça vous semble plus simple et plus rapide. D'accord? Mais ne pensez pas que les compréhensions, ça marche à tous les coups. Hein. C'est pas parce que à chaque fois que vous avez un exercice sur une liste que vous pouvez utiliser une compréhension. Là, c'est un exemple en fait où c'est pas suffisant. Par exemple, la compréhension, il faut en plus appeler une fonction après quoi. Et il y a d'autres cas où, au fait, une compréhension c'est totalement inadapté, hein, que ça vous permettrait pas de résoudre. Alors, du coup, voilà, on a terminé l'exercice. L'exercice 5, donc on a fait 4 et 5. Je rappelle l'exercice 1, 2, 3, je ne les ai pas traités parce qu'ils sont déjà corrigés. Donc ça veut dire que vous avez déjà regardé et qu'éventuellement, si vous aviez des questions dessus, essayez de me les poser, quoi. Enfin, il y a toujours le temps au bout d'un moment. Donc regardez bien les exercices corrigés. Si y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me les demandez, quoi. Donc maintenant, l'exercice 6 et 7, c'est l'exercice qu'on va faire en TME juste après. Mais on va commencer à les regarder, histoire que vous puissiez partir sur des bonnes bases.
Et bon, de toute façon, c'est un truc que vous avez déjà vu, parce que c'est la même base que la semaine dernière. Donc dans cet exercice, nous revisitons avec les compréhensions de l'exercice, base de données des étudiants du thème 7, hein. Donc ça permet d'aborder les compréhensions sur les listes de NUP. D'accord? Donc là, typiquement, bon là c'est encore au programme, hein, du contrôle et ça sera encore au programme du, contrôle du mois de janvier, hein. Donc ça, vous aurez toujours un exercice avec sans doute ce type de base de données à chaque fois. Bon, des fois peut-être plus avec des dictionnaires, quoi, mais bon. Donc en gros, vous avez étudiant qui est un tuple, donc qui comporte 5 trucs. Donc 2 chaînes de caractères, un entier qui est le numéro d'étudiant et une liste entière qui est la liste de notes. D'accord? Et après, on vous donne une base UPMC. UPMC, c'est l'ancien nom de la fac, hein, Université Pierre-Marie Curie. Donc voilà, donc on voit le nom, le prénom et un numéro d'étudiant et une liste de notes, quoi. Dans un tuple, hein, les tuples, je vous rappelle, c'est avec les parenthèses, hein. Voilà, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments dans cette liste d'étudiants. Donc il y en a 6 étudiants dedans, chaque étudiant étant un tuple comme ça. Et on a défini le type étudiant. Un étudiant, c'est un type, hein, c'est pas une variable là, hein. C'est un type qui est ce type tuple en fait, hein. Mais on écrit étudiant égale tuple, c'est plus simple que sinon après, à chaque fois qu'on devra écrire un, on a un truc de type étudiant, on écrira directement étudiant plutôt qu'écrire ce long truc qui est, qui est un peu fastidieux à écrire. Donc donner une division de la fonction mauvaise note, qui étant donné un étudiant étu, retourne true si étu a obtenu au moins une note inférieure à la moyenne. Il faut le signe. Donc division de la fonction mauvaise note, donc on vous donne le nom de la fonction, qui étant donné un étudiant étu, donc ça c'est de type étudiant. Et le type étudiant, c'est ce type-là. Retourne true ou return false, ça veut dire que ça va retourner un booléen, bool. Voilà, donc on a tout, hein. Def, mauvaise note, étudiant, étude, point étudiant, et petite flèche, hein, ça retourne un bool. Donc là, on a tout pour la signature de la fonction dans l'énoncé. Donc c'est parti, def mauvaise note, question 1. Def, je le fais sans compréhension au début, hein. Mais a priori, ça c'est sans compréhension parce qu'il n'y a pas de liste, hein, de toute manière. Alors, en vrai, def mauvaise note, on lui dit, c'est un étudiant qui s'appelle étu. Donc étu, 2 points, étudiant. Donc on vous a dit qu'étudiant, ça s'écrit. Pourquoi j'ai écrit un truc comme ça? Ça s'écrivait comme ça, alors vous l'écrivez pareil, quoi, avec s'il y a un E, c'est écrit avec un E majuscule, vous écrivez un E majuscule, hein. Inventez pas des trucs, quoi. La sienne de moyenne, non, non, par rapport à une note supérieure à la moyenne, si je te dis: «Est-ce que tu as eu une note supérieure à la moyenne?» On se comprend bien quand même. Essayez pas d'avoir l'esprit, tordu, quoi, hein. C'est avoir la moyenne, quoi. Donc est-ce qu'il a la moyenne ou pas? Donc est-ce qu'il y a plus que 10 ou pas, quoi? D'accord? Parce que sinon, c'est les parce que on va jamais vous demander de but en blanc un truc pareil, quoi. Si c'est une note supérieure à la moyenne de la classe ou je sais pas quoi, c'est pas possible que la question en première question, on vous pose un truc pareil, quoi. Parce que ça demanderait d'écrire déjà, un truc qui fait la moyenne de tout le monde, ça serait infernal. Juste pour une première question, c'est pas possible, quoi. Donc une note inférieure à la moyenne, c'est une note inférieure à 10, quoi. Donc ça prend un étudiant, on a dit, et ça renvoie un booléen, bool. Ça me permet de réviser un truc. Alors, est-ce qu'il y a une précondition? Est-ce qu'il y a certains étudiants où ça peut être exclu ou pas, quoi? Bah, a priori non, donc il y a pas de précondition. Même si sa liste de notes est vide, bah, ça veut dire que, il n'a pas de mauvaise note. D'accord? Donc là, a priori, on va devoir parcourir comment vous feriez-vous pour savoir s'il a une mauvaise note? La question c'est: lui, est-ce qu'il a une mauvaise note, lui? Oui, un 8. Lui, est-ce qu'il a une mauvaise note? Oui, un 9. Lui, est-ce qu'il a une mauvaise note? Oui, un 7. Lui, est-ce qu'il a une mauvaise note? Oui, pas mal même. Là, est-ce qu'il y a une mauvaise note? Non. Et là non plus. D'accord? Donc là, vous savez le faire. C'est ce que j'explique à chaque fois, il faut que vous sachiez le faire. Donc vous savez le faire. Et maintenant, la question, c'est comment vous faites. D'accord? Bon, c'est a priori, vous regardez le truc comme ça, là, et vous dites, vous pouvez répondre immédiatement. Vous pouvez répondre très vite, hein, parce que, évidemment, on est des créatures intelligentes. Bah, ce qui n'est pas le cas de Mister Python, hein, qui est juste un truc complètement stupide, hein, donc là, il va falloir faire un peu d'introspection, c'est de vous demander comment vous avez fait vous, quoi.
Et un bon moyen de savoir comment vous avez fait vous, si la chose vous semble évidente, c'est que vous vous imaginez qu'au lieu d'avoir une liste de notes comme ça, que l'étudiant il a eu 1 million de notes. Donc si l'étudiant il a eu 1 million de notes et vous voulez savoir s'il a eu une mauvaise note, c'est pas en regardant vaguement comme ça le million de notes que vous allez vous en sortir, quoi. À ce moment-là, vous dites que vous allez regarder note par note, de préférence en partant du début jusqu'à la fin, en essayant de regarder effectivement, s'il a eu une mauvaise note. Et en fait, vous pouvez même vous dire que là, 12, 8, mauvaise note, je m'arrête. C'est même pas la peine d'aller plus loin, quoi. Je sais qu'il a une mauvaise note, donc je renvoie true, parce qu'il a eu une mauvaise note. En revanche, pour lui, 17, bah, c'est une bonne note. Est-ce que je m'arrête? Bah non, je m'arrête pas. Je continue, je cherche une mauvaise note. 15, non. 20, non. 14, non. 18, non. 16, non. 20, non. Hop, j'ai terminé. Et maintenant que j'ai terminé toute la liste, bah, c'est fini. J'ai jamais découvert de mauvaise note. À ce moment-là, une fois que le parcours est terminé, et comment on va parcourir par une boucle, donc une fois que la boucle est terminée, à ce moment-là, là, on renvoie false, parce qu'on n'a jamais trouvé de mauvaise note. Donc, c'est parti. Donc, je dois parcourir les notes des étudiants. Alors, pour les tuples, normalement, vous n'avez pas besoin de déclarer. Bon, je vais quand même le faire. A priori, c'est que des notes entières, là. Ouais, liste de int, hein, c'est écrit là. Donc, je vais quand même c'est pas obligatoire, mais je vais écrire note int et je vais indiquer ici un commentaire facultatif. Hein, pour faire mon parcours. Alors, pour parcourir comme ça une liste. Ah non, là, c'est juste un étudiant. Alors, on va récupérer les éléments de l'étudiant. Alors, comment on fait ça? Bon, alors on pourrait écrire nom, prénom, numéro d'étudiant. Non, mais en fait, c'est pas une seule note qu'il a, c'est plusieurs. Donc, je vais corriger. Je vais mettre note au pluriel et je vais dire que c'est une liste de int. Note, liste de int. D'accord? Commentaire facultatif. Hein. Note, reçoit étu. D'accord? Ça permet de décomposer le tuple étu. Ça va le décomposer en ces 4 éléments. Hein. D'accord? On regarde qu'il a bien, un étudiant, c'est bien ces 4 éléments. 2 str, un int et une liste de int. Et comme moi, c'est le dernier qui m'intéresse, le liste de int ici, là, je l'ai déclaré, même en sachant que c'est pas obligatoire. Et ça, ou bien on aurait pu écrire underscore, 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 note égale étude. Vous n'êtes pas obligé de donner des noms aux machins dont vous ne vous servez pas. Hein. D'accord? Donc là, ça ne m'intéresse pas de récupérer le nom, le prénom et le numéro d'étudiant. Ils ne me servent pas dans cette fonction. Tout ce que je veux savoir, ce qui m'intéresse, c'est sa liste de notes pour savoir s'il a une mauvaise note. Bon, maintenant, on vient au... Donc, vous auriez pu écrire ça aussi. Hein. On met des underscores à la place des noms. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser maintenant cette liste de notes. Alors, pour l'utiliser, donc, il va falloir une note n, elle qui sera un entier. Et je vais dire for n in note. D'accord? Je parcours toutes les notes. Et à chaque fois, je vais regarder. Hein, je fais exactement ce que moi j'ai fait dans ma tête. Quoi. Je regarde. Est-ce que la note est inférieure? Est-ce qu'il n'a pas eu la moyenne? Et s'il n'a pas eu la moyenne, à la note que je suis en train de... Donc, for n in note, c'est-à-dire que je regarde les notes une par une, du début à la fin, avec à chaque fois la note que je suis en train de regarder, elle s'appelle n. D'accord? Donc, si la note que je suis en train de regarder est plus petite que 10, c'est même, je sors, je m'en vais, je pars en courant. Return, true, il a eu une mauvaise note. Voilà. Return, ça sort de la fonction. Hein. Enfin, on oublie la boucle, hein, il interrompt la boucle, il se casse. Quoi, hein. D'accord? Donc je m'en vais. Et après, j'avais dit, on avait fait l'autre exemple où en fait il n'avait pas de mauvaise note, le cas où on renvoie false. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parcouru toutes les notes n, j'ai jamais eu cette condition qui a été vraie.
Et donc j'ai terminé la boucle, donc je me retrouve en sortie de boucle ici, j'ai terminé la boucle et une fois que j'ai terminé la boucle sans être jamais sorti, à ce moment-là, je sais que je dois retourner false, hein. Voilà. Il y a une erreur classique et ne la faites surtout pas, c'est tout le temps c'est toujours faux d'écrire if n inférieur à 10 return true, else return false, hein. Si vous avez if une condition return true, else return false, dans un for, bah, ça sert à rien. C'est que comme vous avez dans les 2 cas, vous avez un return, ça veut dire qu'il fait jamais de tour de boucle. Enfin, il fait un tour de boucle et il se casse, quoi. D'accord? Donc la boucle, elle sert à rien. Donc c'est tout le temps faux, ça. If n inférieur à return true, else return false, c'est toujours faux, toujours faux, toujours faux. Et la bonne manière de faire, c'est il y a un cas particulier où effectivement je peux, dès que je vois quelque chose est vrai, je conclus immédiatement. Là, c'est le cas. C'est si je vois une mauvaise note, la première mauvaise note que je vois, c'est terminé, je m'en vais, je dis oui, il a eu une mauvaise note, quoi. C'est même pas la peine de regarder le reste. Par contre, pour répondre que non, il n'a pas eu de mauvaise note, je suis obligé d'avoir vu toutes les notes. Et pour avoir vu toutes les notes, il faut que toute la boucle soit terminée. C'est pour ça que maintenant, j'écris au même niveau que le for ici, pour dire que la boucle là est terminée et que comme j'ai parcouru toute la boucle sans jamais sortir, c'est que évidemment, il n'a jamais eu de mauvaise note, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous faire débuter le contrôle, enfin pardon, le contrôle, le TME de tout à l'heure. Donc évidemment, il y aura les autres questions là. Donner une expression de compréhension permettant de récupérer la liste des étudiants de base du PMC, qui ont au moins une note inférieure à la moyenne. Donc si c'est une compréhension, une expression de compréhension, bah, ça veut dire que vous mettrez des crochets comme ça. Une expression de compréhension permet de récupérer la liste des étudiants de la base du PMC. Donc en fait, il va falloir vous avez besoin d'étudiants, donc on peut les appeler étus, for, et du coup, il faut récupérer les étus, quoi. Bon, pour accueillir les étudiants, c'est du coup des, je sais pas s'ils veulent inclure la liste des étudiants. Ouais, for étu in, bah, votre base, B et après il y a du filtrage. Donc là, c'est le truc qu'on n'a pas encore vu ici, là. Pour faire un filtrage, if, mauvaise note, vous voulez seulement les gens qui ont une note, qui ont au moins une note inférieure. If, mauvaise note de étu. D'accord? Donc là, étu for étu in B, ça vous redonne la base B, hein. Identique, hein. D'accord? Mais vous pouvez aussi rajouter un filtrage ici, hein, un filtrage, en disant je veux les étudiants dans B seulement si mauvaise note de étu, sous-entendu est vrai, hein, il n'y a pas besoin d'écrire égal égal true, hein, dans les conditions booléennes. Si mauvaise note de étu est vrai, donc s'il a une mauvaise note. Donc c'est les études de B qui ont eu une mauvaise note, hein. Donc if mauvaise note de étu. Voilà. Donc ce serait ça pour la deuxième question. Donc là, vous êtes paré pour pouvoir commencer le TME, qui commence a priori dans un quart d'heure. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, bah, de toute façon, vous pouvez les questions, vous pourrez toujours me les poser directement sur le Discord. Donc on se retrouve sur Discord d'ici un quart d'heure là pour commencer ce TME et puis ce petit exo sur les bases étudiants. Alors, bon, les compréhensions, c'est jamais obligatoire, comme je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez les utiliser dans le contrôle, mais après, c'est pas au programme. C'est jamais obligatoire non plus. Vous pouvez toujours faire sans compréhension. Du coup, si vous avez du mal avec les compréhensions, parce qu'on n'a pas beaucoup insisté là, surtout que j'ai pas encore fait les ifs ici, mais bon, là, on vous a déjà montré ça. Vous pouvez quand même faire les réponses sans compréhension si vous avez vraiment du mal avec ça, quoi. D'accord? Et puis ça vous permettra de réviser un petit peu le contrôle. D'accord? Donc faites l'un ou faites l'autre, c'est 8-6 et 8-7 exactement, salle. Donc les deux derniers exos de ce chapitre-là. Voilà, bah écoutez, je vous dis, je vous remercie de votre attention, de vos nombreuses questions et puis des corrections que vous m'avez suggérées dès que je faisais une erreur. C'est bien, ça montre que vous suivez bien. Et donc c'est parti. Et puis en TME, pour ceux à qui j'ai pas corrigé à qui j'ai pas montré la correction de leur devoir maison, vous n'hésitez pas à venir me demander. Et puis on se fait ça sur Discord. Voilà, merci et à tout de suite, hein.